Monsieur le Président, Yorana. Yorana. Merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. On vient de l'entendre, il y a des questions qui restent sans réponse. Votre gouvernement a-t-il ce soir une solution concrète pour remplacer la TVA sociale ? Vous savez, je ne crois pas que ces questions soient sans réponse. Je pense que, quelle que soit la réponse, ils ne seront jamais satisfaits. Je parle de nos amis de la minorité. Mais c'est le jeu politique. Nous tenons nos promesses. Nous avions dit que cette taxe serait supprimée. Elle le sera à partir du 1er octobre. L'état de la fiscalité du pays permet de l'envisager sans aucun problème. Le fonds qui vient abonder, que venait abonder cette taxe sera abondé par la fiscalité du pays d'ici la fin de l'année. Il sera de la même manière pour l'année 2024. L'année 2024 sera en fait l'année où on devra tous ensemble, et là je m'adresse également à la minorité, finaliser le travail qui n'a pas encore été finalisé par tous les gouvernements qui se sont succédés, à savoir cette réforme de la PSG, cette réforme des comptes sociaux et cette réforme de la fiscalité. Il faut changer notre fiscalité, il faut qu'elle devienne plus équitable, il faut que ceux qui ont les moyens payent plus et que ceux qui n'ont pas les moyens soient moins taxés. Ça, c'est le principe de l'équité fiscale. Ça passe par quoi ? Par la CST, par exemple ? Ça peut passer très simplement par la CST, par un réaménagement des taux et des tranches, mais ça peut passer par d'autres moyens. Concomitamment, demain, nous allons examiner également des mesures qui viennent alléger la fiscalité pour les TPE et les PME. Ça va dans le sens de la création d'emplois, ça va dans le sens de permettre à l'activité économique de se développer. C'est comme ça qu'on arrive à équilibrer les comptes sociaux à terme, mais ça ne se fait pas en 100 jours. Ça se réfléchit, ça va se réfléchir également avec l'État, qui doit également contribuer à cet équilibre des comptes sociaux, qui le fait déjà en partie, mais que nous allons solliciter plus encore. C'est des échanges qui avaient déjà lieu, que nous continuons. Voilà, c'est une réflexion qui doit se mener sereinement sur l'année 2024 pour qu'on ait ensuite l'assurance sur les années qui suivront qu'on aura un modèle qui tienne la route dans le temps long. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous comprenez, on entendait Nicole Sanker par exemple, ils attendent plus. Est-ce que vous comprenez qu'il y a urgence pour notamment des Polynésiens, notamment pour les 64 000 électeurs qui ont cru en vos promesses ? Il y a urgence pour tous les Polynésiens, y compris ceux qui n'ont pas voté pour nous. On n'est pas là pour s'occuper que de ceux qui ont voté pour nous. Non, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Je le dirai, je le redirai encore. Nous prenons le temps de prendre des mesures qui ne vont pas être annulées le lendemain ou le surlendemain. On ne va pas faire de loi des 1000%, on ne va pas faire de TVA sociale qu'on va ensuite soi-même annoncer comme devant prendre fin dans 1 an ou 2. C'est ce qui avait été annoncé, il faut quand même s'en souvenir, par la majorité d'alors. Alors aujourd'hui, toujours est-il que le manque à gagner pour la CPS sera de plus de 2,5 milliards de francs. Il sera comblé donc par le budget du pays. Est-ce qu'il a fallu faire des concessions quelque part ? Des concessions, non. Il faut veiller au grain. Vous savez, il y a demain également le 3e collectif budgétaire. Lors de la composition de ce collectif, j'ai demandé au ministre de l'économie et à la direction du budget de s'asseoir avec chacun des ministères pour commencer à insuffler une autre culture budgétaire. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'avant de demander plus de sous pour un collectif, assurez-vous que ce qu'on vous a déjà donné, vous allez pouvoir le consommer. Et si ce n'est pas le cas, rendez les sommes ou affectez-les à d'autres demandes avant de demander plus de sous. Et rien qu'en faisant cet exercice, nous avons réalisé des économies substantielles de l'ordre de 7 milliards sur ce qu'aurait pu être ce collectif. Donc vous voyez, il faut, à un moment donné, il faut parler sérieusement. Donc pour les prochaines stratégies, en tout cas les grandes réformes, il faudra attendre à partir de la rentrée budgétaire. C'est évident, c'est pas dans des collectifs qu'un nouveau gouvernement peut imprimer sa marque. C'est lors de, on va dire, l'établissement du budget primitif, le premier budget primitif qui sera fait par ce gouvernement et par cette majorité, que là, on pourra imprimer notre marque. Et justement, vous arrivez bientôt à vos 100 jours de gouvernance dans 3 semaines. Donc aujourd'hui, on ne peut pas vraiment parler de bilan puisque rien ou peu de choses ont été réalisées depuis la prise de votre fonction. Énormément de choses ont été faites. Il faut pas... on va communiquer là-dessus en temps voulu. Les 100 jours, c'est le 23. Il y aura donc une grande communication qui sera organisée ce jour-là. Je pense que les Polynésiens se rendront compte, pour ceux qui
ne l'aurait pas réalisé déjà de tout ce qui a été fait. Merci, Monsieur le Président, pour ces premières réponses. Nous allons poursuivre avec des questions diplomatiques, puisque je le disais en titre, Moïse Brederson était en Océanie aux côtés d'Emmanuel Macron. Après la Nouvelle-Calédonie, le chef de l'État s'est rendu au Vanuatu, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Sri Lanka. Un voyage pour afficher les ambitions géopolitiques de la France dans la zone Indo-Pacifique, mais aussi et surtout pour tenter de replacer ces territoires au cœur de ses stratégies. Monsieur le Président, une réaction d'abord sur l'attitude adoptée par Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie. Il a quelque peu bousculé les indépendantistes dont les divisions bloquent toutes les discussions sur l'avenir de ce pays. Est-ce que c'est, selon vous, la bonne stratégie à adopter ? Écoutez, sur la question calédonienne, je préfère laisser les Calédoniens répondre. Moi, j'ai un regard extérieur de voisins, de frères. J'ai mon avis sur la question, mais je ne suis pas sûr qu'il soit pertinent. Avant ce voyage diplomatique, vous avez confié au magazine Challenge que la stratégie indo-pacifique française manquait de lisibilité. Est-ce que vous maintenez votre position à l'issue de ce voyage ? C'est justement l'objet d'un tel voyage, je crois. Je ne sais pas si le président Macron avait lu mon interview avant de le planifier. Non, je ne pense pas. C'est une boutade. Mais en tout cas, c'est tout l'exercice qui a été réalisé lors de ce déplacement, je crois, qui est de donner de la lisibilité à cette stratégie qui, quand elle a été énoncée au départ, c'est ce que j'ai dit, quand elle a été énoncée en 2018 pour la première fois à New Delhi, ensuite en Australie, il y avait un énoncé, mais il n'y avait pas de lisibilité. Comment ça allait se décliner au plan économique, au plan culturel, au plan diplomatique, au plan militaire, on commence à le voir. Mais ça ne suffit pas pour faire une stratégie. Il n'y a pas. Et vous avez eu vos réponses ? Alors, les réponses, j'attends des réponses pour ce qui me concerne, mais je crois que tout le Pacifique attend des réponses. Il y a deux grandes superpuissances qui opèrent dans nos eaux, que sont les États-Unis et la Chine. Ces puissances-là ne font pas que du soft power, elles mettent des vrais moyens, des moyens énormes qui viennent parfois déstabiliser les économies locales, qui parfois leur permettent de se développer. À côté de ça, est-ce que l'État français aujourd'hui a les mêmes moyens financiers pour s'aligner sur les États-Unis et la Chine ? Je ne pense pas, mais je ne pense même pas que ce soit ça la stratégie du président Macron. C'est d'ailleurs lui qui le dit. Et justement, aujourd'hui, vous comptez toujours discuter avec la Chine, par exemple, sur des accords de coopération ? Nous voulons discuter avec tout le monde. Ensuite, discuter, ça veut dire également prendre ses précautions et ne pas signer tout et n'importe quoi. Nous avons une vision très claire de ce que nous voulons faire comme partenariat avec la Chine, avec les États-Unis, avec d'autres pays, avec la France, avec nos voisins directs du Pacifique, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Il y a énormément de choses à faire dans notre bassin naturel qui est le Pacifique. On ne s'interdit pas de discuter avec qui que ce soit, mais on est prudent. Emmanuel Macron qui a aussi déclaré en Papouasie-Nouvelle-Guinée « Les territoires du Pacifique sont une chance pour la France ». Pensez-vous que nous sommes dans un réel tournant de l'histoire ? Je pense qu'aujourd'hui, le barycentre du monde, il est dans le Pacifique. C'est plus de 44% du PIB mondial qui se réalise dans cette zone-là. C'est dans l'avenir, je pense, encore plus. Et c'est une région où il y a des ressources tant minérales qu'halieutiques et des ressources humaines également qui sont non négligeables. Donc nous sommes aujourd'hui au centre du monde, je dirais. Et cette stratégie indo-pacifique, et c'est pour ça que Louis Mapou et moi-même nous sommes déplacés, d'une part, elle ne peut pas se réaliser sans nous. Ça, c'est juste impossible. Et ensuite, ce que nous voulons, c'est être intégrés à la réflexion, au départ de la réflexion sur cette stratégie, pas être simplement un réceptacle en bout de chaîne. Est-ce que c'est une carte à jouer aussi pour les prochaines relations que vous allez entreprendre avec l'État, ou en tout cas les prochaines discussions sur les sujets de l'indépendance, par exemple ? Alors pour moi, c'est pas une monnaie d'échange. On a discuté avec Monsieur Marapé en Papouasie-Nouvelle-Guinée, avec notre homologue au Vanuatu, sur les partenariats économiques, culturels qu'on pouvait rechercher avec aussi bien le Vanuatu que la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Monsieur Mapou l'a fait pour la Nouvelle-Calédonie. Il y a beaucoup d'investisseurs calédoniens qui sont propriétaires d'hôtels. Ils envisagent peut-être un partenariat avec la compagnie aérienne au Vanuatu.
En Papouasie-Nouvelle-Guinée, j'ai eu de longues discussions avec M. Marapé. Il y a des possibilités de financement qui sont réelles. Il y a d'énormes compagnies qui sont prêtes éventuellement à venir investir dans l'hôtellerie chez nous, ou dans d'autres domaines, dans la pêche, voilà. Il s'agit bien de venir investir avec nous, pas à notre place. Donc voilà, il y a toutes ces discussions-là qui sont pour moi fondamentales. Est-ce que ces nouvelles relations sont de bon augure pour le rendez-vous à l'ONU? Ce sera dans moins de 3 mois. Est-ce que vous pensez que le représentant de l'État s'assoira maintenant autour de la table des discussions? Écoutez, moi j'ai noté pendant ce déplacement que les 2 présidents indépendantistes des collectivités du Pacifique ont été invités aux discussions bilatérales entre la France et le Vanuatu, et ensuite entre la France et la Papouasie. C'est symbolique. C'est quelque chose de totalement inhabituel. Et pour moi, c'est, je pense, j'espère en tout cas, révélateur d'une prise de conscience. Très rapidement, pour terminer, 3 ministres d'État sont attendus en Polynésie à partir du 17 août. La ministre des Sports, notamment à l'aube des épreuves de surf des Jeux Olympiques, avec des travaux qui avancent un petit peu à pas de tortue. Est-ce qu'on peut attendre quelque chose de cette visite ministérielle? Alors d'abord, ils viennent pour voir justement l'avancée des travaux, voir ce qu'il y a à faire tant du côté de l'État que du côté du pays. Nous sommes sereins. J'ai 2 ministres exceptionnels, Nahema Temari pour les sports et Jordi Chan pour les grands travaux. Ils sont tous les 2 au front sur ces sujets. J'ai une totale confiance en eux. Les discussions avec l'État sur les domaines qui relèvent de l'État sont en bonne voie, je dirais. Au-delà de ça, M. Darmanin vient faire quelques annonces, notamment en matière de sécurité intérieure. La ministre des Sports, elle vient principalement pour les JO de surf, évidemment. Et M. Vigier, que je connais très bien, donc qui était un député comme moi il n'y a pas si longtemps que ça. Ce sera son premier déplacement chez nous, donc on va les accueillir comme il se doit. Et si le déplacement à Ho est maintenu, est-ce que vous allez réitérer votre demande de dépollution des atolls? Oui, bien sûr, cette demande-là, elle se fait indépendamment des visites ou des non-visites. C'est des fondamentaux pour nous. C'est des points sur lesquels on ne transige pas. On continuera de les demander. Ensuite, ces demandes sont reçues, entendues ou pas. Mais ce n'est pas parce qu'on n'est pas entendu qu'on va arrêter de demander. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Nous vous retrouverons donc demain à l'Assemblée pour l'étude des textes. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.